Bonjour, euh, bonne année à tous. Merci de votre fidélité pour ceux qui reviennent et de votre prise de risque pour ceux qui viennent pour la première fois. Vous m'excuserez si je parle un peu dans mon nez, mais je suis enrhumé, c'est probablement une condition que je partage avec plusieurs d'entre vous. Donc voilà, pour cette année, comme vous savez, donc, le titre qui a été annoncé, c'est la Bactriane et la Sogdiane de part et d'autre de la conquête arabe, 7e, 9e siècle. Un basculement de civilisation, point d'interrogation. Tout est dans le point d'interrogation. Alors pourquoi avoir choisi cet horizon chronologique pour le cours de cette année, qui certes probablement s'étendra au-delà de cette année? L'Asie centrale a connu, durant ces 2 ou 3 siècles, l'un des plus grands bouleversements de son histoire. Comparable seulement avec ce qu'avait été, au milieu du 2e millénaire avant notre ère, la fin de la civilisation de l'Oxus, la grande civilisation de l'âge du bronze, qui a été, semble-t-il, un changement extrêmement radical aussi. Et le seul autre point de comparaison qu'on peut trouver pour ce qui est de l'ampleur des changements économiques et sociaux, ce sont les 70 ans de l'ère soviétique. Même l'invasion mongole au XIIIe siècle, bien qu'ayant été une catastrophe démographique bien supérieure à l'invasion arabe, n'a pas entraîné finalement un tel bouleversement des fondamentaux économiques et culturels. Le cours sera centré sur les régions où le processus de transition est le mieux documenté et surtout documenté par des données nouvelles. C'est-à-dire, j'entends la Bactriane, principalement actuellement le nord de l'Afghanistan, mais aussi à cheval sur l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, la Sogdiane, que je ne présente plus parce que j'ai souvent eu l'occasion de vous en parler, et puis parfois des regards sur d'autres centres, notamment Merv, plus à l'ouest, actuellement au Turkménistan. Alors aujourd'hui, l'entrée en matière prendra comme belvédère Samarcande. Ça ne va pas tellement vous étonner de ma part, on ne se refait pas, mais ces données ont une valeur démonstrative aussi pour d'autres régions. Donc je commencerai par présenter quelques documents écrits et iconographiques échelonnés dans le temps qui permettront un premier regard sur ce qui, dans cette période charnière, a profondément changé et sur ce qui, malgré tout, est resté stable. Je commence par des textes chinois qui datent donc d'1 siècle avant la conquête arabe, des textes contemporains l'un de l'autre, le voyage du grand pèlerin bouddhique Xuanzang et la chronique officielle du Tangshu qui s'est en grande partie, pour ces régions, fondée sur le récit de Xuanzang. Donc, que dit Xuanzang? Le pays de Samarcande. La capitale a plus de 20 lits de tour. Ça fait 6 kilomètres. Ça correspond effectivement au périmètre du site d'Afrasiab. C'est une forteresse inexpugnable avec une nombreuse population. Les denrées précieuses des différentes régions sont surtout rassemblées dans ce pays. Le sol est riche et fertile, et toutes sortes de grains sont cultivés. Les arbres sont luxuriants et donnent à profusion des fleurs et des fruits. Le pays a beaucoup de bons chevaux, et ses habiles artisans sont les meilleurs parmi de nombreux pays. Le climat est doux et tempéré. C'est un extrait. Alors, le Tangshu reproduit exactement la même notice, mais il ajoute « Quand les femmes ont accouché d'un enfant, elles lui donnent à manger du sucre candi et elles lui mettent de la colle sur la paume de la main, dans le désir que lorsqu'il sera grand, il ait des paroles douces, sous-entendu pour vendre ses denrées, et tienne des objets précieux comme s'il collait aux mains. Ils excellent au commerce et aiment le gain. Dès qu'un homme a 20 ans, il s'en va dans les royaumes voisins. Partout où on peut faire du profit, ils sont allés. Ils ont des machines fort ingénieuses. » Donc, voilà, l'essentiel est dit. Comme toujours, les Chinois allaient à l'essentiel.
la richesse du pays liée à l'agriculture irriguée. C'est probablement ainsi qu'il faut entendre les machines dont parle le Tangshu. Alors également la complémentarité des ressources avec les Piémonts et les nomades voisins. Donc, ce que dit Xuanzang, le pays a beaucoup de bons chevaux. Oui, c'est à prendre avec quand même des nuances. Les chevaux sont achetés aux nomades et aux gens des Piémonts. Dans les plaines de Sogdiane, on n'élève pas, au moins dans la plaine de Samarcande, pas plus qu'on ne le faisait encore au moment de la conquête russe, au XIXe siècle. Les poulains sont achetés, et une très belle illustration de cet usage, c'est dans le livre des rois de Ferdoussi, le grand héros Rostam a un poulain, un cheval légendaire qui s'appelle Rarch, et en fait il a trouvé le poulain un jour qu'il faisait un raid dans un royaume chez les nomades voisins de l'Iran. Xuanzang donc parle aussi de l'artisanat, il ne détaille pas. Et puis donc le Tangshu insiste sur le grand commerce, ce que les Chinois connaissaient le mieux de la culture des Sogdiens. Là-dessus, je ne commente pas davantage puisque la totalité du cours de l'année dernière a porté sur cette question. Voilà, donc un premier regard un siècle avant la conquête arabe. Alors, nous allons maintenant nous projeter un siècle plus tard, au cœur même de la conquête arabe, en 721. Conquête qui a été très dévastatrice parce que très longue et difficile. Et pourtant, le texte que je vais vous commenter donne déjà un autre son de cloche. Le gouverneur, qui est en campagne de pacification au moment d'une révolte, identifie la vallée du Zérafchan comme un pays de cocagne qu'il faut ménager. Je vous lis donc le texte. Ce gouverneur s'appelle Saïd ibn Abdelaziz, surnommé Khoudaïna. Il a été surnommé Khoudaïna par ses propres généraux. En fait, c'était pour se moquer de lui, parce que en sogdien, ça veut dire la maîtresse de maison. En fait, ils l'ont surnommé Femmelette, mais en prenant un mot sogdien. Et pourquoi l'ont-ils surnommé Femmelette? Vous allez tout de suite voir d'après le texte. C'est parce que lui voulait ménager les populations conquises. Donc en 721, il est aux prises avec une révolte sogdienne qui est combinée à une attaque des Turcs. Alors je cite. Saïd passa 2 fois la rivière, c'est-à-dire la Moudaria. Il vient de Merv, siège du gouverneur du Khorasan. Mais il n'alla pas au-delà de Samarcande. La première fois, ayant établi son camp près des ennemis, il reçut cet avis. Les Sogdiens ont abjuré l'islam et il y a des Turcs avec eux. Alors il prépara une embuscade. Les Sogdiens furent mis en fuite, talonnés par les musulmans. Mais le héros de Saïd cria « Ne les poursuivez pas, car le Sogd est le jardin du commandeur des croyants, donc du calife, le jardin du calife. Vous les avez déjà mis en fuite, voulez-vous les anéantir ?» L'année suivante, il envoya des hommes des Banu Tamim, une tribu arabe, en mission à Waraqsar, c'est-à-dire le barrage qui commande l'arrivée d'eau à Samarcande. Et ces hommes disaient « Si jamais nous pouvons tomber sur des ennemis, nous les attaquerons. » Mais chaque fois qu'un détachement de raids remportait un succès, prenait du butin et faisait des prisonniers, Saïd renvoyait les femmes et les enfants et punissait le détachement. Alors, il faut savoir que Saïd, contrairement aux autres gouverneurs qui l'ont précédé ou suivi, est un prince omeyyade. C'est un membre de la famille royale. C'est-à-dire qu'il a les coudées beaucoup plus franches que les autres. Il n'est pas obligé de faire du zèle. Et il a identifié en fait le pays comme un pays potentiellement très riche, qu'il convient de ménager à l'avenir. C'est le premier des gouverneurs arabes dans la région qui ait eu cette politique, qui plus tard sera reprise. Alors, les Arabes découvriront plus tard, au fur et à mesure de l'avancement de leur conquête, un autre pays de cocagne,
à l'est de la Sogdiane, c'est la vallée du Fergana. Mais ils n'y sont pas encore arrivés à ce moment-là. Alors, il y avait encore un autre pays de cocagne qui était l'oasis de Bactre. Mais dans ces années-là, la ville est en ruine. Donc, d'où le caractère exceptionnel de la Sogdiane. Alors, je vous ai dit donc, il a réfréné les ardeurs de ses combattants qui allaient attaquer la digue de Vararsar, tout à fait en bas à droite de mon image. Maracanda, c'est donc Samarcande. Vous voyez que... pourquoi est-ce qu'il va à Vararsar, à 40 km de Samarcande? C'est parce que toute l'adduction d'eau de la plaine de la Sogdiane centrale, y compris de la ville de Samarcande, dépend de cette digue. Donc, Saïd Roudaïna peut être le premier à identifier la clé de la prospérité économique de la région. C'est ce système d'adduction d'eau qui part d'une source unique. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi il les a. Le contexte n'est pas très clair. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé ces hommes à Vararsar? Il y a deux explications possibles. Soit les révoltés se sont emparés de Samarcande et il veut en fait il veut les assoiffer en détournant l'eau qui alimente la ville. Soit c'est une attaque préventive, dans le cas où les révoltés et leurs alliés turcs s'empareraient eux-mêmes de cette digue pour assoiffer la garnison arabe de la ville. C'est probablement la deuxième explication qui est la bonne. Alors, maintenant, nouveau saut dans le temps, et nous allons nous projeter 2 siècles après l'achèvement de la conquête arabe. Nous allons nous projeter vers 750, au moment où la domination, donc le pays est fermement entré dans l'ère islamique et connaît une nouvelle très grande période de prospérité sous la dynastie des Samanides, qui est l'une des premières dynasties iraniennes indépendantes de l'Est. C'est donc le texte, la description du grand géographe Imre Okral, qui se fonde sur ses impressions directes. Il est allé sur place. Le chef-lieu du Sogd est Samarcande, situé au sud du fleuve du Sogd, c'est-à-dire le Zérafchan, sur une élévation. L'agglomération se compose d'une citadelle, d'une cité et d'un faubourg. La prison est placée de nos jours dans la citadelle. L'hôtel du gouvernement s'y trouvait jadis, mais il est présentement en ruine. Alors c'est très intéressant parce qu'entre-temps, mon collaborateur Yuri Kariev l'a fouillé, cet hôtel du gouvernement, donc on peut donner de la substance à ce qu'écrit Imre Okral. Du haut de cette citadelle, où je suis monté, on jouit du plus beau spectacle imaginable, tel qu'un amateur peut en rêver. Des arbres verdoyants, des châteaux resplendissants, des ruisseaux aux cours rapides et des cultures brillantes. Il n'y a pas d'espace dont l'œil soit rassasié, pas de jardin dont la beauté ne fasse plaisir à voir. L'ensemble est divisé en carrés bien délimités et la splendeur en est infinie. C'est à peu près le paysage qu'on voyait de la citadelle de Samarcande il y a 30 ans, quand nous avons commencé nos fouilles là-bas. Bon, il se trouve que maintenant, évidemment, l'urbanisation a énormément gagné et le spectacle charmant des toits plats en terre crue est remplacé de plus en plus par la tôle ondulée. Bon, ça, c'est l'évolution générale. Des cyprès ont été taillés de façon à former les figures les plus curieuses. Des animaux comme des éléphants, des chameaux, des bœufs, des bêtes sauvages, affrontés les uns aux autres comme pour un dialogue ou se mesurant les uns les autres en vue d'une attaque ou d'une lutte. Eh bien, nos collègues archéologues à Samarcande, il y a longtemps, ont trouvé dans les fossés de la ville des chutes de taille de cyprès. C'est exactement ce que raconte Imre Okral. Quel coup d'œil, quel gouffre pour les fortunes, quel spectacle propre à subjuguer les cœurs des humains. Ajoutons les cours d'eau rapides, les étangs pleins d'une eau qui frissonne continuellement, d'exquis lieux de repos, des pavillons et des belvédères, d'une construction splendide et bien alignée. Ce sont des demeures magnifiques, de superbes salons de réunion qui témoignent de la hauteur de vue des princes d'autrefois. Les belvédères, eh bien, ce sont les pavillons qui ornaient les jardins persans, tels qu'on peut encore
tels qu'on peut encore les voir en Iran. Les habitants sont doués de belles qualités. Autrefois, ils se piquaient d'étaler des vertus chevaleresques. Ça doit faire référence probablement au temps de la conquête islamique. Ils ne reculaient devant aucune dépense et s'engageaient dans des entreprises plus que la plupart des autres habitants du Khorasan, si bien que les fortunes ont diminué de volume. Samarcande est le point de concentration des esclaves de la Transoxiane, donc le pays au-delà de l'Oxus, donc au-delà de la Moudaria, et les meilleurs esclaves de la Transoxiane sont ceux qui ont reçu leur éducation à Samarcande. Un des business de Samarcande, probablement avant l'islam, certainement après, c'est le dressage des esclaves, qui ensuite inondait les marchés aux esclaves de Bagdad. L'étendue du fleuve, depuis Vararsar, dont je viens de parler, jusqu'aux alentours de Boukhara, d'où partent les canaux de dérivation à l'intérieur de ces remparts, est de 6 jours, au milieu d'un enchevêtrement de villages, de vergers et de petits canaux. En se plaçant sur une montagne au-dessus du fleuve du Sourd, donc ça doit être la montagne de Chopanata, au nord de Samarcande, on aperçoit des champs continus verdoyants au sein desquels on voit poindre plus d'une citadelle blanche, plus d'un palais aux murs d'une belle hauteur. Mais dans la structure de cet ensemble, il est rare qu'apparaisse un vide dans la verdure ou un terrain en friche ou même désert. Magnifique description, poétique, mais probablement très fidèle. Donc voilà, sur 4 siècles, nous balayons sur 4 siècles un horizon, disons, une impression dominante de prospérité que ne bouleverse, semble-t-il, qu'assez brièvement, bien que de manière très, très dure, l'épisode de la conquête arabe. Alors maintenant, après l'économie, quelques évocations de la symbolique du pouvoir, parce que là aussi, il est intéressant d'échelonner des documents avant et après la conquête arabe. Alors pour la symbolique du pouvoir, ce ne sont pas des textes que je vais évoquer, il y en a, mais là on a des images, et des images très parlantes. Alors, je commence avec... Alors qu'est-ce qui m'arrive ? Oui, voilà. Je commence avec une œuvre qui a été découverte il y a juste un peu plus d'1 an et qui vient d'être publiée pour la première fois. Il y a 15 jours, je vous aurais dit, pas de capture d'écran, c'est des documents inédits que je n'ai pas le droit de publier. Mais depuis 15 jours, c'est publié. Donc, si vous voulez faire des captures d'écran avec vos portables, je ne vais pas protester. De toute façon, ce sera sur la vidéo du cours. Et puis, ça va être republié, y compris par moi. Alors, il s'agit, c'est un panneau de bois carbonisé, ce qui a permis de sa survie, parce que sinon, le bois ne se conserve pas dans le lœss de la région. Ce panneau a été trouvé dans un site qui s'appelle Kafirkala, à la citadelle, et ce site de Kafirkala est à 8 km de Samarcande, et très probablement était la résidence hors les murs des rois de Samarcande. Ce panneau ne comporte pas d'inscription, mais par les costumes des personnages, on voit qu'il date probablement de la première moitié du VIe siècle, c'est-à-dire déjà là, 2 siècles avant la conquête arabe. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'adoration de la grande déesse de la ville, Nana, qui, disons, c'est un sujet débattu, mais elle était probablement considérée comme l'équivalente de la grande déesse zoroastrienne des eaux, Anahita. Elle est sur un lion, c'est typique de Nana, qu'elle a hérité en fait d'Ishtar en Mésopotamie. Elle tient des attributs, une bannière, un ruban probablement, qui doit être peut-être
le ruban du diadème d'investiture du souverain, peut-être. Bien. Et elle est adorée par toutes sortes de personnages. Bon, je serai amené à revenir sur ce document. Il y en a 48 qui sont tous de même statut social, puisque vous voyez que les costumes sont pratiquement identiques, mais les visages sont tous différents. Ce sont des portraits. Les traits du visage sont différents, les coiffures sont différentes, mais le statut social est le même. Et certains, il y a une petite différence, certains ont des dagues et d'autres n'en ont pas. Donc, je fais l'hypothèse que ceux qui ont des dagues appartiendraient à la classe des nobles guerriers et ceux qui n'en ont pas appartiendraient à la classe des marchands. Il y a également des musiciens dont certains ont des dagues et qui peuvent très bien faire partie de ces classes privilégiées, puisque le statut de musicien est extrêmement exalté dans l'Iran pré-islamique. Ce n'est pas du tout un statut subalterne. Et de toute manière, les nobles également étaient supposés savoir jouer de la musique. Donc, mon hypothèse, c'est qu'ils adorent la déesse. Certains adorent la déesse en apportant des plats d'argent, de l'encens, des colliers, des fruits, des grenades, etc. Et puis certains adorent la déesse en jouant de la musique. Ça, c'est la manière dont je vois les choses. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord. Alors, ce qui est très intéressant du point de vue des structures du pouvoir, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Ou plutôt, il y a un personnage qui se différencie des autres, pas par sa taille, il a la même taille, mais il a un costume un peu plus somptueux, puisqu'il a une grande cape, et il tient un sceptre. Et contrairement aux autres, il a un diadème. Donc ça doit être le souverain. Ou du moins, enfin, c'est soit le souverain, soit le maire de la ville, une fonction dont nous savons qu'elle existait à cette époque. Ce qu'on voit, c'est que le pouvoir tel qu'il s'affiche à ce moment, première moitié du VIe siècle, c'est un pouvoir de primus inter pares. Voilà. Le maître de la ville, c'est un des membres, parmi d'autres, de la communauté civique. Je serai amené à revenir là-dessus, cette institution de la communauté civique des grands chefs de famille qu'on appelait le NAF, qui théoriquement veut dire le peuple, mais qui était certainement où il y avait des structures représentatives. Donc voilà la situation, et on sait en tout cas qu'à cette époque, milieu du VIe siècle, le roi de Samarcande n'a pas encore un titre royal. Il s'appelle seigneur, c'est un titre assez modeste. Le titre royal ne va être assumé qu'un siècle plus tard, vers 650, et c'est le stade que va nous montrer un autre document que j'ai déjà eu l'occasion de commenter. C'est la grande peinture dite des ambassadeurs, exécutée à Samarcande vers 660. Là, on est 50 ans avant la conquête arabe. Et on voit que la dignité royale s'est élevée. Le roi, il est sur un cheval beaucoup plus grand. C'est très, très restitué, le dessin, mais avec un degré de fiabilité assez important, quand même. Le roi est sur un cheval beaucoup plus grand que les autres. Enfin, voilà, donc ce n'est pas comme dans les sculptures précédentes où il est à la même taille. Il est entouré, il est accompagné de toute une délégation où on voit des nobles, peut-être des souverains voisins, des guerriers, probablement à la fois des Sogdiens et des Turcs, des prêtres, ici et là, qui amènent des animaux de sacrifice. Je vais être amené à revenir là-dessus. Et ses femmes, son épouse principale, la reine, et ses 3 épouses secondaires. Et ce que montre cette peinture, c'est une partie de la cérémonie du Nouvel An, du cycle de la cérémonie du Nouvel An. C'est ce qui se passe le 6e jour, quand le roi, ses femmes et les principaux dignitaires se rendent au mausolée des parents du souverain pour apporter un sacrifice. Donc là, on voit que la fonction royale s'est poussée d'un cran. On n'a plus, il s'agit toujours d'une scène cultuelle comme la précédente,
Mais là, on a visiblement une exaltation de la figure du souverain. Mais c'est peut-être un épisode de relativement courte durée, parce que on sait que finalement Warthouman ne va pas réussir à instaurer une dynastie. Et au moment de la conquête arabe, 50 ans plus tard, le statut du souverain ne va pas être si important que cela. Je serai amené à en parler. Enfin, le souverain est par exemple révocable par l'Assemblée des grandes familles. Il semble être confiné dans des fonctions cultuelles et militaires, mais pas dans la véritable gestion des affaires. Ça n'est quand même pas du tout l'équivalent de ce qu'était le pouvoir absolu du souverain sassanide en Iran. Alors, nous faisons à nouveau un saut dans le temps et nous arrivons en pleine époque islamique, pas longtemps avant la conquête mongole, toujours à Samarcande, fin XIIe, début XIIIe siècle, avec les peintures qui ont été trouvées par Yuri Kariev dans le pavillon, un des pavillons royaux de la citadelle, donc édifié pendant la dynastie d'origine turque dite des Karakhanides, pavillon qui est un espace qu'on peut qualifier de semi-privé. Alors, il y a plusieurs scènes, dont une scène du trône. Voilà le souverain. Et vous constatez là que l'évolution de la symbolique du pouvoir s'est poursuivie vers une mise en scène beaucoup plus étroite. Le souverain n'est plus entouré que d'un entourage de très très haut niveau. Hein. Il y a une de ces femmes ici qui caresse un chat, des dignitaires militaires qui sont des Turcs, le souverain lui-même est un Turc, avec de grandes nattes. Il y en a un qui offre une grenade à la reine. Alors, on avait pu penser au début qu'il y avait quelques malices dans l'affaire, mais en fait, la grenade est un symbole de fertilité. Et donc, il offre une grenade à la reine pour qu'elle ait un fils. Le souverain lui-même, dans son riche habit de soie, qui tient une flèche. D'autres dignitaires à droite, moins bien conservés. Bon, celui-là, on ne voit pratiquement plus rien, mais apparemment, il n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un Turc, il est barbu, ça pourrait être le vizir. Donc, voilà, un rétrécissement de l'entourage royal. Alors, également, dans ce cycle de peinture, d'autres personnages. Alors, vous avez ici un archer qui tient une flèche et un arc, c'est un archer turc. Et en fait, il faisait partie d'une série de 4 dignitaires, on a conservé que celui-là, qui flanquait une niche qui était vide. C'est-à-dire que cette niche était occupée, pendant les réceptions, par le roi lui-même. Enfin, le roi, le sultan, le titre qu'il a à ce moment. Vraisemblablement, c'est un des 4 porteurs des symboles du pouvoir royal. Il y a certainement, les textes nous mentionnent effectivement le porte-arc, qui est celui-là. Il y a le chef de la cavalerie qui devait amener un cheval, le chef des scribes qui devait tenir une écritoire, enfin plutôt un encrier. On a ça très bien, par exemple, au Louvre, sur les plats contemporains fabriqués dans l'Égypte fatimide, les plats en bronze, où on voit très bien l'image du souverain flanquée de ces grands dignitaires. Donc là, vous avez pu observer sur 5 siècles, même plus, 7 siècles, une évolution assez drastique de la nature du pouvoir politique, mais en même temps une remarquable continuité dans la qualité artistique. On comprend très bien que le talent des sculpteurs sur bois et des peintres de Samarcande s'est continué malgré les vicissitudes
vraisemblablement, les écoles artistiques ont perduré. Dans le détail, on voit qu'un certain nombre de procédés mis en œuvre sur cette peinture du XIIe siècle remontent à l'époque préislamique. Donc, rupture idéologique et continuité artistique, ce sera précisément la philosophie de la grande exposition sur l'archéologie de l'Ouzbékistan qui est prévue au Louvre pour s'ouvrir en octobre 2021. Vous me direz, c'est dans très longtemps, mais une exposition internationale au Louvre, ça demande 4 ans de préparation. Je suis associé à cette opération et nous espérons justement pouvoir, en fait, pour la première fois, réunir un grand nombre d'œuvres représentatives de ce qu'a été, au-delà des vicissitudes politiques, au-delà des mutations idéologiques et religieuses profondes, la continuité des arts de l'Asie centrale et particulièrement de la Sogdiane, ce sera vraiment le gros morceau de l'exposition, avant et après la conquête islamique. J'avais proposé comme titre de l'exposition, moi je ne voulais pas Route de la soie parce que Route de la soie maintenant, comme disait ma collègue Krishna Ribu, elle revenait d'un festival Route de la soie au Japon, elle disait on ne veut plus entendre parler de la Route de la soie. Ils ont même mis ça sur du papier à bonbons. Bon. Non. Alors, je voulais que ça s'appelle l'âge d'or. L'âge d'or, Samarcande, Boukhara, 5e, 13e siècle. Pour montrer que justement, c'est l'âge d'or et que l'islam est une rupture, mais l'islam est une rupture, mais n'est pas une régression. Voilà. Et alors c'est peut-être finalement le titre qui sera adopté. Enfin, dans les dernières moutures, ça s'appelle à nouveau Route de la soie, mais bon là, il y a des permanences contre lesquelles je ne peux rien. Il y a aussi des attentes du public. Bien. Alors, il y a un troisième aspect. Bon, à part, donc, nous avons balayé rapidement la prospérité économique, les mutations idéologiques. Il y a un troisième aspect qui se prête moins à la présentation d'images, c'est la continuité de la vitalité intellectuelle et notamment scientifique. Et en fait, ça va être un des grands sujets que je compte aborder ici, sur la base d'un livre qui est paru en 2013, que certains d'entre vous ont sans doute déjà lu, qui malheureusement n'a pas été traduit en français. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. S'il était traduit en français, il faudrait qu'il soit sérieusement relu. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais bon, ce livre, c'est le livre de Frederick Starr, Lost Enlightenment, paru en 2013, qu'on peut traduire par Les Lumières perdues, et qui est un livre sur lequel on peut dire beaucoup de mal, mais sans la lecture duquel, probablement, je ne me serais pas lancé dans ce sujet de cours cette année. Alors, évidemment, les arts plastiques se prêtent pas très bien à l'illustration de la trigonométrie, des progrès de la trigonométrie ou de l'algèbre ou de la chimie, mais malgré tout, on a quand même une image sur la grande peinture des ambassadeurs à Samarcande, c'est celle-ci, à l'extrémité d'un mur qui est consacré à des scènes indiennes. Alors voilà la copie de la peinture, voilà le dessin qu'on peut en tirer. Vous voyez, ce sont deux astrologues. Et pourquoi est-ce qu'on sait que ce sont des astrologues? C'est parce qu'au milieu, ils sont en train de discuter sur un objet rond qui, en fait, d'après les détails, on voit que c'est une sphère armillaire. C'est la sphère du ciel. C'est une composition qui est inspirée de modèles romains. Ces deux astrologues, en fait, ce sont très vraisemblablement un grec assis sur un siège à l'occidental et un disciple indien habillé à l'indienne. Pourquoi un grec et un indien? C'est parce qu'on sait que les astrologues
à la cour de Samarcande à cette époque étaient des Indiens. Les Indiens considéraient, les astrologues indiens considéraient que leur science leur était venue des Grecs, notamment par des traités qui avaient été exportés d'Alexandrie au IIIe siècle, qui ont été traduits en sanskrit. Donc, oui, une vie scientifique, enfin disons, voilà, une observation savante des étoiles, elle existait. Et il y avait des outils pour ça. Et ils sont représentés ici. Et sans ces calculs très raffinés, la grande peinture des ambassadeurs n'aurait pas pu être exécutée, puisque j'ai été amené à en parler à de multiples reprises, et notamment même ici, le thème unifié, global de ces 4 murs qui montrent des scènes à la fois locales à Samarcande, en Chine, en Inde, etc., c'est la concordance de la date du Nouvel An et du solstice d'été, le 19 juin 660. Donc là, on voit une conséquence directe de ce qu'était un niveau scientifique déjà tout à fait remarquable. Alors, avant d'en venir en fait à la présentation de la bibliographie de base, il faut dire quelques mots sur la terminologie géographique. Alors, bon, cette terminologie géographique, elle est assez déroutante parce que, aussi bien dans les sources de l'époque que dans les travaux contemporains, parce qu'il y a beaucoup de noms qui désignent les mêmes réalités. Alors voilà une carte extraite du seul atlas historique valable pour ces régions et ces époques. Il n'y en a pas d'autres. C'est celui de Yuri Bregel, paru en 2003, A Historical Atlas of Central Asia. Alors voilà la situation à la veille de la conquête arabe. Alors vous voyez, bon, la région dont nous occupons, la Bactriane ici, qui à l'époque s'appelle Tocharistan, déjà une complication. La Sogdiane, elle a son nom sur la carte. D'autres, le Khorezm, le Fergana, enfin, des régions dont je vais être amené à parler. Mais bon, vous voyez, là, on voit le mot Khorasan. Bon, Khorasan, ça veut dire le Levant. Et au départ, c'est un terme qui est propre à l'administration de l'Empire sassanide. Mais comme c'est à partir du Khorasan sassanide et notamment du grand centre de Merv que s'est opérée la conquête arabe de l'Asie centrale, dans les textes de géographes arabes du 9e, 10e siècle, la notion de Khorasan désigne en fait toute l'Asie centrale, jusqu'au Fergana et jusqu'au Khorezm. Alors, bon, pour sortir de la difficulté, les auteurs contemporains parfois proposent d'appeler ça Grand Khorasan, pour distinguer du Petit Khorasan de l'époque sassanide, Khorasan qui est toujours aujourd'hui une province de la République islamique d'Iran. Mais bon, la complication ne s'arrête pas là, parce que alors voilà, là on descend un peu dans le temps, on est au 8e siècle, ici on est au 9e siècle. Alors il arrive que le nom de Sogd en fait finit par un peu disparaître et se réduit sur les environs immédiats de Samarcande. Alors on va trouver le terme de Mavarannahr, c'est-à-dire le pays qui est entre les deux rivières, c'est-à-dire ou plutôt non, le pays qui est au-delà de la rivière, c'est-à-dire le pays qui est au-delà de la Moudaria. Tout ça, donc, en gros, la Sogdiane va être appelée Mavarannahr. Alors, selon les études historiques, le mot Mavarannahr est gardé. C'est le cas du livre récent de Yuri Kariev, que je vais être amené à mentionner, sur Samarcande et sa région à l'époque abbasside.
Mais dans notre cas, il est traduit et on lit transoxiane. Donc, dans la traduction que je vous ai montrée tout à l'heure du texte d'Imhotep, le mot qui désigne la région, on trouve en fait deux mots. Oui, non, c'est dans la traduction du texte sur la campagne de Saïd Roudaïna. Parce que Imhotep, lui, il parle de... il a gardé, en fait, ce qu'il y avait dans sa source, c'est-à-dire le Sogd. Voilà. Mais il faut savoir qu'à cette époque, le Sogd, c'est plus petit que ce qu'était la Sogdiane avant la conquête islamique. Alors voilà, on est déjà avec Khorasan, Grand Khorasan, Mavarannar, Transoxiane. Et alors, pour compliquer le tout, certains historiens modernes vont parler d'Iran oriental. Alors ça, ils n'aiment pas du tout ça en Ouzbékistan et au Tadjikistan. Donc nous, dans nos écrits, nous évitons soigneusement ce terme. Il y a aussi Grand Iran, employé par les historiens d'Iran. Alors ça, ils aiment encore moins en Ouzbékistan. Ça rappelle un peu Eretz Israël, donc c'est pas... voilà, ils n'acceptent pas du tout. Et puis alors, bon, finalement, on a le bon vieux terme Asie centrale, qui ne correspond pas du tout à un terme en usage à cette époque, mais bon, qu'on emploie, mais en même temps, quand on dit Asie centrale, ça peut être l'Asie centrale ex-soviétique. Oui, alors là, effectivement, ça correspond à un terme de géopolitique contemporaine, mais ça peut aussi très bien comprendre le Xinjiang, côté chinois. Donc, vous voyez, il faut être conscient qu'on a une terminologie qui n'est pas unifiée et que des termes s'emploient les uns pour les autres, et c'est uniquement avec une certaine familiarité avec cette bibliographie qu'on arrive à s'y retrouver. Alors, j'en viens donc maintenant à l'énumération de quelques grands ouvrages qui ont jalonné, qui continuent à jalonner l'étude de la région aux époques que je considère, et plus particulièrement de ces phénomènes de continuité et rupture qui font l'objet du cours. Alors, les bases de l'étude scientifique, historique de la région au Moyen-Âge ont été posées principalement à Saint-Pétersbourg à la fin du XIXe, début du XXe siècle. Ce qu'on appelle la grande école historique pétersbourgeoise. C'était des gens qui combinaient à la fois les acquis de l'érudition allemande, mais en même temps la connaissance et l'accès direct qu'ils avaient au territoire d'Asie centrale que venaient d'annexer les tsars. Alors, le plus grand, c'est évidemment Vassili Barthold, qui n'a quasiment pas pris une ride. Donc, le Turkestan jusqu'à l'époque de l'invasion mongole, paru en russe en 1900, révisé et augmenté à Londres en 1928. Que Barthold, en 1928, ne pouvait plus faire paraître en Russie une édition revue de son texte parce qu'il n'était pas bien en cours avec le régime. Il était ce qu'on appelait un baron balte, c'est-à-dire qu'il était d'origine allemande de Baltique. Ça avait été une partie de l'intelligentsia de Saint-Pétersbourg à l'époque des tsars. Ils étaient évidemment très suspects à l'époque soviétique. Bon, disons, je pense qu'il est mort à temps. Alors, il a été continué à Saint-Pétersbourg, et notamment, on peut dire que cette école historique, disons, arabisante et d'études persanes et turques, tous ces savants maîtrisaient parfaitement les trois langues, a beaucoup influencé la très grande qualité des recherches archéologiques menées en Asie centrale par les savants du musée de l'Ermitage. Le contact s'est toujours continué entre philologues, historiens et archéologues à Saint-Pétersbourg. Ça n'a malheureusement pas été le cas partout ailleurs. Alors, le continuateur actuel, je crois malheureusement qu'il n'est plus de ce monde, de Barthold, c'est Oleg Bolchakov, dont malheureusement les excellents ouvrages n'ont pas été traduits.
il avait entrepris une histoire du califat en 3 volumes, mais il s'est arrêté en 696, au milieu de la période omeyyade, bon, ça n'ira pas au-delà. Mais c'est à certains égards un niveau insurpassé. Alors, ceci dit, très commode en anglais, et c'est pareil, ça reste un roc, tout le monde le pille, bon, sans le dire forcément. C'est le livre assez mince de Gibb, The Arab Conquest in Central Asia, paru à New York en 1923, qui est extrêmement sûr et à la fois concis et détaillé dans l'établissement des faits. Il ne cherche pas à aller au-delà, c'est vraiment l'histoire politique et militaire. Mais si on veut s'y retrouver dans la chronologie, il faut avoir Gibb sous la main. Alors, à partir de... il se trouve que depuis quelques décennies, cette approche, disons, politico-militaire de l'histoire s'est trouvée considérablement enrichie par les nouvelles écoles historiques et un intérêt beaucoup plus important apporté à l'histoire sociale et à l'histoire culturelle. Tout cela, c'est notamment, ces préoccupations se sont beaucoup concentrées sur le grand tournant autour de 750, c'est-à-dire ce qu'on appelle la révolution abbasside, le moment où la dynastie des Omeyyades est remplacée par la dynastie des Abbassides. C'est important à l'échelle du monde islamique dans son entier, mais c'est particulièrement important pour l'Asie centrale, puisque la révolution abbasside sort d'Asie centrale. Elle naît à Merv, siège depuis le début du gouvernorat du Khorasan. La révolution abbasside part de Merv. Alors, il y a un débat ancien et qui n'est pas clos, qui reste extrêmement vif, sur le caractère national de la révolution abbasside. Est-ce une révolution iranienne ou une révolution arabe? Alors, du côté de l'idée d'une révolution iranienne avait été émise avec beaucoup d'éloquence par Julius Wellhausen, The Arab Kingdom and its Fall, paru en allemand en 1902, en anglais en 1927. L'idée étant que la fin des Omeyyades, c'est la chute du pouvoir arabe et qu'à partir des Abbassides, ce sont majoritairement les Iraniens qui arrivent au pouvoir, globalement. Alors, il y a eu depuis une réaction historiographique tendant à mettre en avant les composantes proprement inter-arabes de la révolution abbasside. Au départ, c'est le livre de Shaban, The Abbasid Revolution, donc une école anglo-saxonne, par Cambridge 1970. Alors, depuis Shaban, la bibliographie est gigantesque. Ça tombe des mains. Particulièrement actives sont actuellement les écoles arabologiques, d'une part israéliennes et d'autre part libano-américaines. Au milieu de... je ne suis pas un arabisant, je ne le serai jamais, donc je suis obligé, dans ce maquis, je m'oriente vers les choses qui me paraissent les plus solides et les plus claires, et j'ai une tendresse particulière pour le livre de Elton Daniel, The Political and Social History of Khorasan Under Abbasid Rule, qui reste extrêmement pertinent. C'est pas un ouvrage qui prétend particulièrement défendre une thèse, il est très équilibré et solide. Alors, il se trouve que il y a depuis quelques années une grande vigueur ici en France des études sur cette question de la révolution abbasside et globalement de la transition entre l'Asie centrale, pré-islamique et islamique. Alors, j'ai été très souvent amené
à citer les travaux de mon ancien étudiant et maintenant collègue et néanmoins ami Étienne de la Vessière, hein, Histoire des marchands sogdiens, qu'il a toujours remis à jour. La troisième édition vient de sortir. Un livre, Samarcande et Samara, élite d'Asie centrale dans l'Empire abbasside, très novateur, dont je vais être amené à parler. Et puis un colloque qu'il a dirigé, Islamisation de l'Asie centrale, avec notamment un certain nombre de collègues russes et de Samarcande, etc., avec un ensemble d'articles vraiment très intéressants. Également, dans cette école française récente, il faut citer le livre de Yuri Kariev, qui n'a pas été mon étudiant, mais qui a été et est toujours mon collaborateur à Samarcande, qui est d'origine, qui est russe, mais maintenant travaille en France, fouille donc sur le site de Samarcande et reste tout à fait explicitement dans la lignée de l'école de Saint-Pétersbourg. Samarcande est le socle à l'époque abbasside d'histoire politique et sociale. Alors, de l'école de Saint-Pétersbourg, il garde tout de même un angle de vision qui est principalement, qui est beaucoup politique, événementiel, militaire, mais bon, l'idée qu'il défend, c'est que l'établissement des faits reste parfois incertain et qu'il est dangereux. Trop souvent, des hypothèses d'histoire sociale ont été basées sur des récits chronologiques qui en fait étaient en partie erronés. Donc il remet très très bien, il va directement, bon, c'est pas tout à fait ce que fait Étienne de la Vessière qui lui d'emblée prend de la hauteur et fait des choses assez synthétiques. Yuri, il part des textes, des manuscrits, il va vraiment chercher dans les manuscrits ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire, ce qui n'empêche que son livre contient des aperçus extrêmement intéressants et nouveaux sur beaucoup d'aspects de l'histoire sociale. Alors, après avoir présenté ces ouvrages de base, je dois faire un sort particulier à 3 livres qui ont affronté la question de la mutation civilisationnelle dans la totalité de ses aspects et dans la longue durée. Alors, de l'école de Saint-Pétersbourg, le remarquable, pas traduit, c'est tout de même, quand on voit ce qui se traduit maintenant parfois dans les littératures sur la route de la soie, et qu'un livre comme celui-là n'a jamais été traduit, c'est quand même une misère. Bien. C'est le grand livre de Belenitsky, Bentovitch et Bolchakov, La ville du Haut Moyen-Âge en Asie centrale. Intéressante équipe, parce que Bolchakov, c'est le Bolchakov qui a continué Barthold avec l'histoire du califat, donc le plus grand arabisant récent de Saint-Pétersbourg. Mais Belenitsky et Bentovitch sont 2 archéologues. Et Belenitsky, c'est celui qui, pendant longtemps, a dirigé la fouille de Penjikent, qui a ensuite été reprise par Marchak. Bentovitch était dans l'équipe de Penjikent la grande spécialiste de la culture matérielle, de l'artisanat. Alors, il se complétait très bien puisque Belenitsky, lui, était davantage dans la haute culture et dans les arts. En fait, au départ, Belenitsky n'était pas du tout un archéologue. C'était un grand arabisant qui a notamment traduit la minéralogie d'Al-Biruni. Mais il a dû se reconvertir en 1948 parce que à ce moment est arrivé à Saint-Pétersbourg Sergueï Tolstov, le créateur de l'archéologie du Khwarezm, dont j'ai beaucoup parlé lors de la 2e année de mon cours. Tolstov était un géant de la pensée archéologique.
c'était malheureusement aussi quelqu'un qui devait faire preuve d'une servilité politique d'autant plus forte qu'il était ce qu'on appelait un fils d'ennemi du peuple. Et donc, toute sa vie, il a traîné cela. Et donc, il a été envoyé en service commandé, probablement par Staline, à Saint-Pétersbourg, pour dénoncer le caractère bourgeois de la vieille école historiographique de Saint-Pétersbourg. Et il a attaqué, notamment, la mémoire de Barthold, et il a attaqué le successeur de Barthold, Kratchkovski, qui est resté en liberté, mais qui est mort d'un infarctus très peu de temps après. Et il y en a un à Saint-Pétersbourg qui s'est levé pour prendre la parole pour défendre son maître Kratchkovski, c'était Belenitsky. Alors, bon, je ne vais pas vous faire un long tableau de ce qui pouvait l'attendre, et la solution a été trouvée, on l'a exfiltré au Tadjikistan en le rhabillant en archéologue. Et on lui a confié la direction de la mission de Penjikent. Et comme ça, il a réussi à traverser cette période difficile. Bon, ce sont des petites anecdotes, mais elles sont tout de même, il faut les avoir à l'esprit. Pour comprendre dans quelles conditions intellectuelles et parfois personnelles travaillaient ces gens-là. Le livre de Belenitsky, Bentovitch, Bolchakov, est à la fois historique et archéologique. Il y a un chapitre par Bolchakov qui s'appelle « Les conséquences de la conquête arabe en Asie centrale », qui est une chose absolument magnifique. Mais par ailleurs, il y a beaucoup de choses sur l'archéologie des villes. Et c'est un diptyque, c'est-à-dire que la première partie prend les villes d'Asie centrale du VIe siècle au milieu du 8e, c'est-à-dire le moment vraiment où elles s'islamisent, et la deuxième partie va de la fin du 8e à la conquête mongole, au début du XIIIe siècle. Ce livre, il a vieilli sur quelques points, mais globalement, il n'a jamais été refait, parce qu'il ne pouvait pas être refait. Le niveau atteint était tel que 50 ans après, on continue à se baser sur lui. Et encore une fois, c'est un drame des études centra-asiatiques mondiales qui n'ait jamais été traduit. Alors, s'il y a des volontaires, je trouverai tous les moyens qu'il faut pour le faire publier en français. Et puis, donc, pour terminer, mais donc là, j'annonce simplement la couleur, j'en parlerai la semaine prochaine. Alors, un livre qui a vraiment, vraiment fait date, sans lequel probablement je ne me serais pas orienté vers l'étude de l'Asie centrale de ces époques, c'est le livre de Richard Fry, The Golden Age of Persia, The Arabs in the East, paru en 1975. J'en dis quelques mots et puis je continuerai la semaine prochaine. C'est du Fry. Alors, c'est écrit avec les pieds. C'est vraiment, comme tout ce qu'il faisait, c'est écrit très vite, mal écrit, mais c'est extrêmement intelligent et c'est très bien informé. Et donc, ce livre a représenté une révolution historiographique de deux manières. C'est le premier livre qui a choisi de traiter le substrat centra-asiatique sur un plan égal au substrat sassanide pour éclairer la civilisation de l'Iran médiéval dans sa globalité. Il a considéré que c'est la première fois que quelqu'un a écrit « Non, l'Asie centrale, ce n'est pas un appendice exotique de l'Iran sassanide, c'est le deuxième pilier de la civilisation de l'Iran médiéval. » Et ce qui se passait en Asie centrale avant l'islam a eu autant d'importance à l'ouest de l'Iran que ce qui se passait en Iran même. Et la deuxième grande nouveauté qu'apporte ce livre, c'est qu'il combine le facteur arabe et le facteur iranien et centra-asiatique dans une même success story.
The Arabs, The Golden Age of Persia, sous-titre The Arabs in the East. Alors j'expliquerai après que le couplage du titre Persia et du sous-titre arabe a fait scandale en Iran à l'époque. Et il prend complètement à rebrousse-poil à la fois l'historiographie soviétique qui considère qui avait tendance à sous-estimer le facteur arabe et musulman dans la civilisation iranienne médiévale, mais il prend aussi à rebrousse-poil l'historiographie nationaliste iranienne. J'ai encore une minute, je vais quand même vous lire ce qu'il écrit de son propre livre dans ses mémoires, paru en 2005, et la manière dont ça a été accueilli en Iran, donc quand c'est paru en 1975, où il travaillait en Iran, il dirigeait l'Institut d'études persanes à Shiraz. Mon livre, The Golden Age of Persia, déclencha une grande controverse dans la presse, où un article déclara que l'auteur devrait être expulsé d'Iran et ne pas être autorisé à y revenir. Comment un spécialiste de l'histoire ancienne pouvait-il ignorer les Achéménides et les Sassanides et ne pas même comprendre que l'ère des Safavides au XVIe et XVIIe siècle fut l'âge d'or de l'Iran, alors que les invasions arabes furent une période sombre? Je tentais en vain de défendre ma nouvelle thèse en affirmant que, contrairement à ma position antérieure, je m'étais trouvé forcé d'admettre que la remarquable floraison culturelle et scientifique de la période pré-mongole fut en réalité celle où l'Iran donna un caractère international au développement de la civilisation islamique. L'islam avait commencé comme une société et une culture confinées à d'étroites mœurs et modalités d'expression arabes. Mais les savants d'Iran et d'Asie centrale le répandirent sur la scène mondiale comme jamais il ne l'avait été auparavant, le revêtant du manteau d'une nouvelle religion mondiale et d'une nouvelle culture. Et il termine en disant « Il n'est pas besoin de dire qu'en Iran, seuls les chefs religieux et ceux qui les suivaient furent satisfaits de ma position, alors même que je n'avais nullement cherché leur faveur. » Voilà, je continuerai donc sur le livre de Frey et ensuite le livre pour la présentation du livre de Frédéric Starr la semaine prochaine, après quoi on abordera les choses d'une manière dans un déroulé chronologique. Je vous remercie.